Alors c'est Patrice Weigel. Je suis ici pour l'Alliance jaune. Et puisque l'Alliance jaune est une émanation du mouvement des Gilets jaunes, eh bien, les Gilets jaunes revendiquent le RIC depuis quasiment l'origine du mouvement. Et donc nous, on travaille là-dessus depuis un bout de temps. Personnellement, je précise aussi que j'ai été, enfin que je suis encore d'ailleurs, membre de Article 3. Et à ce titre, on a le principe du RIC qui est notre objectif à atteindre depuis la création de l'association, donc depuis 2013. Et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'ils sont porteurs de cette exigence que nous avons nous aussi. Alors les types de RIC, il y en a plusieurs effectivement. On peut les distinguer en fonction de leur objet. Par exemple, un RIC peut permettre de proposer d'adopter une loi, ou alors, au contraire, d'abroger une loi votée. Ensuite, il peut permettre aussi de révoquer un mandat d'un homme politique, d'un élu. Ou encore, autre critère de différenciation par rapport à la hiérarchie des normes. Il y a des RIC qui concernent des lois ordinaires et d'autres qui concernent la Constitution elle-même. Donc, et pour finir, dernier type de RIC, c'est différenciation, je veux dire, c'est la différence entre les RIC nationaux et les RIC locaux. On peut très bien utiliser l'outil, le même outil du RIC, pour des décisions qui concernent la commune, le département ou la région, ou bien sûr le pays. Voilà. Donc, en fonction de ça, eh bien, il faut moduler, bien sûr, les modalités du RIC. Oui, alors, par exemple, pour un RIC national, on peut envisager différentes façons de le faire en fonction de sa place dans la hiérarchie des normes. Si c'est un RIC par rapport à une loi ordinaire, une majorité simple suffirait pour adopter la proposition. Par contre, si c'est un RIC qui concerne la Constitution, il peut paraître judicieux de demander une majorité qualifiée. Si on regarde comme ça se passe avec le Parlement, avec les élus, c'est pareil. Pour adopter une loi constitutionnelle, il faut que le Parlement la vote à une majorité des 3/5. Donc on pourrait très bien imaginer que pour un RIC constituant, on exige que 3/5 des électeurs se prononcent en faveur de la proposition. Sinon, après, on peut aussi s'interroger sur le vote, s'il est obligatoire ou pas. Si le vote est obligatoire, dans ce cas, on pourrait admettre qu'une majorité absolue suffise, même pour un RIC constituant, parce que tout le monde irait voter, ou quasiment tout le monde. Tandis que si le vote est, comme maintenant, au libre choix de chacun, on peut l'exercer ou ne pas l'exercer, le droit de vote. Dans ce cas, il semblerait qu'une majorité qualifiée soit plus indiquée, qu'on soit sûr qu'au moins un nombre important de gens se soient déplacés pour voter. Alors effectivement, si le peuple est souverain, le peuple doit pouvoir aussi révoquer le mandat d'un élu qui n'aurait pas été à la hauteur de ses fonctions. Alors, il y a plusieurs aspects de la question. Par exemple, si un élu a enfreint la loi pendant son mandat, on pourrait très bien imaginer une procédure qui révoque automatiquement son mandat. Enfin, qu'il soit d'abord suspendu dès qu'il y a des soupçons mis en examen, et puis si ensuite l'élu est condamné par la justice, c'est bien que son mandat soit révoqué automatiquement. Ou alors que cela nécessite l'intervention des citoyens, autrement dit par un RIC. Mais dans ce cas, sur quel critère est-ce qu'on va juger qu'il faut révoquer l'élu? Eh bien, par exemple, si on estime qu'il n'a pas été à la hauteur des promesses électorales, parce qu'on les lit sur un programme. Si après, une fois élu, il fait le contraire de ce qui est prévu, de ses engagements, il paraît normal de lancer une procédure pour le révoquer.
Voilà, en gros, ce que je peux dire là-dessus. Eh bien, l'initiative étant citoyenne, tous les citoyens doivent pouvoir la lancer. Même un seul citoyen, s'il a une bonne idée, pourquoi pas mettre en place une procédure qui lui permette de la mettre en valeur et puis de trouver des gens qui y adhèrent et qui la soutiennent. Donc un citoyen seul ou un groupe de citoyens, des groupes informels ou des associations, des collectifs, des syndicats, des partis politiques même, etc. L'important, c'est que l'initiative et le vote des lois ne soient pas réservés exclusivement aux seuls élus. Donc ça doit être ouvert à tous les citoyens qui sont qui jouissent le droit civique, hein, donc français, majeurs, etc. Alors l'initiateur d'un RIC peut traiter tous les sujets, hein, puisque nous sommes pour le RIC en toute matière. Le peuple est souverain, donc la souveraineté étant l'autorité suprême dans un pays, il n'y a pas de raison que quelque domaine que ce soit écarté du champ de la souveraineté populaire. Sinon, le peuple serait plus souverain. Hein, voilà. Ceci dit, à moins que le peuple ne décide d'autolimiter sa souveraineté. Hein, mais il est hors de question que des élus puissent mettre des limites ou des garde-fous au référendum d'initiative citoyenne parce que les élus ne savent pas de quel côté sont les fous. Ils croient que c'est nous, alors qu'en fait, à mon avis, c'est eux. Donc il faut se préserver d'abus de pouvoir venant de ceux qui sont élus. Voilà. Bon, eh bien, il faut distinguer différents types de RIC. Et donc, selon qu'il s'agit d'un RIC législatif, donc une proposition de loi ordinaire, ou abrogatif, donc d'abroger une loi ordinaire, ou encore constituant, les modalités peuvent être différentes, naturellement. Hein. Par exemple, un délai court, environ 3 mois, me paraît très suffisant pour opposer un veto à une loi qui n'est pas encore promulguée. Tandis que pour abroger une loi qui existe déjà, on peut envisager un délai plus long, hein, puisqu'il faut un débat préalable, etc. Et encore plus long pour proposer une révision de la Constitution. Pareil pour le seuil de signature, il devrait varier en fonction du niveau de la loi considérée. Ou déposer des initiatives, de préférence à la mairie, hein, c'est le plus proche. Ensuite, la municipalité peut les faire remonter, selon qu'il s'agisse d'un RIC de niveau municipal ou bien départemental ou régional, ou national d'ailleurs. Il nous paraît également judicieux d'instituer par le RIC une chambre des référendums qui centraliserait toutes les propositions de RIC qui pourraient émerger ici ou là, et qui permettrait à la fois de conseiller les initiants, de vérifier que les questions référendaires posées sont valides, sont cohérentes, etc. Mais bon, ça c'est dans un deuxième temps en fait. Hein. Il faudrait déjà avoir le RIC pour instituer une chambre des RIC finalement. Sinon, comment les soutenir, les initiatives? Eh bien, par les pétitions, qui peuvent être numériques. Mais dans ce cas, il faut des contrôles pour éviter les fraudes. C'est plus facile au niveau informatique que papier, hein. Mais aussi sur papier, naturellement. Hein. Donc, il ne faut pas écarter ceux qui ne sont pas à l'aise avec les outils informatiques. Donc, que les gens puissent à la fois signer sur papier ou sur Internet. Par rapport au financement, la démocratie elle a un coût. Donc l'État devrait prendre en charge ce coût, ce serait logique, puisque l'État finance également les partis politiques. Donc pourquoi pas les initiatives référendaires. Voilà. Alors là encore, je reviens à l'idée d'une chambre des référendums qui serait composée de citoyens tirés au sort, qui serait précieuse pour valider justement les initiatives, les propositions, hein, donc avant la collecte des signatures,
et s'assurer ensuite que les seuils de soutien soient atteints. Alors, que ce soit un seuil national, le temps et temps de signature, ou alors que ça se passe par cercle croissant, hein, d'abord au niveau local, ensuite départemental, et puis enfin national. On pourrait faire ça aussi. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas absurde de demander à ce que des propositions constitutionnelles, par exemple, ou bien des propositions de ratifier un traité ou de ne pas le ratifier, hein, exigent donc un seuil plus élevé de soutien. Également, ou alors, autre solution, demander à ce que ce soit approuvé par une double majorité, à la fois du peuple et des territoires, des départements ou des régions, peu importe. Par contre, nous sommes opposés à ce que les représentants de l'État interfèrent dans la validation des propositions, parce qu'il y en a qui craignent des conflits de souveraineté. Nous disons qu'il n'y a pas de conflit de souveraineté possible, puisque seul le peuple est souverain. Donc voilà, les élus n'ont pas à mettre leur grain de sel là-dedans, dans cette phase-là. Alors, il nous semble qu'il serait judicieux de créer des comités de campagne pour chaque question référendaire, ou des associations qui s'occuperaient de chaque question. Et donc, ces comités de campagne regroupent tous les citoyens qui soutiennent l'initiative, enfin, ceux qui veulent la soutenir du moins activement. Et de même pour les opposants à l'initiative, qu'ils puissent se regrouper également sous forme d'un comité qui militera pour le non. Et ensuite, il s'agirait d'attribuer des moyens équivalents à la fois aux partisans du oui et à ceux du non, pour que la campagne soit équitable, hein, qu'il n'y ait pas de disproportion au niveau des moyens financiers. Alors, par exemple, on pourrait imaginer que, comme pour les partis politiques, hein, les comités de campagne soient habilités à recevoir des dons, et par ailleurs que les dépenses de campagne soient plafonnées. Il nous semble aussi que l'État devrait verser à chaque comité de campagne environ la moitié du plafond donc, de ses dépenses, de façon à ce que, au final, les moyens que chaque camp mettrait en œuvre pour la campagne ne soient pas disproportionnés. Donc on aura un rapport de 1 à 2 maximum, finalement. Sinon, ces moyens seront consacrés à la campagne elle-même et non pas, comme on a vu aux européennes, à l'impression des bulletins de vote dans les bureaux de vote. Les bulletins devront être fournis par l'État. C'est logique hein, que l'État fournisse les bulletins de vote. Par ailleurs, au niveau de la campagne elle-même, au niveau des médias, il nous semble intéressant de lancer l'idée que l'État crée une chaîne référendaire, comme il existe déjà une chaîne parlementaire, et que sur cette chaîne référendaire, les partisans du oui et du non puissent débattre, que les gens puissent s'informer, que des spécialistes puissent intervenir et puis apporter des arguments en faveur du oui ou du non. Également un site internet hein, qui sont mis en place, qui soit officiel, et que la durée de la campagne soit au minimum de 6 mois, pour que les arguments des uns des autres puissent être exposés, puis débattus, voilà. Parce qu'il nous paraît extrêmement important que les citoyens aient le temps et les moyens de s'informer correctement sur les différents sujets qui seront soumis à leur vote. Alors, nous pensons que tous les Français majeurs et qui ont leur droit civique hein, doivent pouvoir voter. La date des votations, on peut s'inspirer de ce qui existe ailleurs. Hein. Par exemple, en Suisse, ils ont des votations tous les 3 mois, en gros. Et à chaque fois, ils se prononcent sur différentes questions de différents niveaux, fédéral, cantonal ou municipal. Ou alors on peut faire différemment, peu importe, parce qu'en fait, une fois qu'on aura le RIC, ce sont les citoyens eux-mêmes qui pourraient, avec le RIC, proposer des manières de faire, fixer des jours pour le vote, etc. La zone géographique, elle dépend du domaine de compétence en fait, de l'initiative.
Si quelqu'un lance une initiative qui relève de la compétence des communes, bah, ce sera au niveau de la commune. Sinon, ça peut être de la compétence des départements, des régions ou alors de l'État. Un RIC proposant d'ajouter ou de retirer des compétences à des collectivités locales, pardon, ou par exemple de modifier leurs limites géographiques, eh bien ce genre de RIC devra naturellement se faire au niveau national. Bon, alors pour voter, il faut uniquement voter sur bulletin papier. Ça nous paraît important parce que les votes électroniques peuvent être éventuellement faussés. Alors que le vote papier peut être vérifié par les citoyens ordinaires dans les bureaux de vote au dépouillement. Donc, comme en Suisse, on pourrait faire plusieurs référendums à différents niveaux par jour, hein, enfin, sur la même journée. Ça permet de réduire le coût, parce que l'argument de ceux qui sont contre le RIC, c'est souvent de dire « Ah oui, ça coûte cher, les référendums ». Ben non, si on les regroupe, c'est pas si cher que ça. Et par contre, oui, une fois que les questions ont été validées et les seuils de soutien vérifiés, il n'y a aucune raison que qui que ce soit puisse s'opposer à ce que le vote ait lieu. Après, oui, pour les différents types de référendums, alors, une des critiques qu'on peut des fois entendre, c'est qu'un référendum, c'est binaire, on répond oui ou non. Eh bien, pas forcément, on pourrait très bien imaginer des référendums à choix multiples ou des préférendums. Alors, je vais un peu développer le sujet avec un exemple. En 2013, au mois de novembre, les Suisses ont eu à se prononcer sur la proposition de réduire les écarts de salaire dans un rapport de 1 à 12, hein, que personne ne puisse gagner en un mois plus que le moins bien payé des employés en un an. L'initiative a été rejetée par 2/3 des votants. Donc la situation actuelle, à savoir qu'il n'y a pas de limite de salaire, de rémunération, perdure. Cependant, il n'est pas sûr qu'on n'aurait pas pu trouver une majorité de Suisses qui auraient accepté des limites aux écarts de salaire. Peut-être pas la limite à 1 à 12. Donc, dans ce cas-là, le référendum à choix multiple aurait été, à mon avis, indiqué. On aurait pu leur poser la question, est-ce que vous voudriez, donc 5 propositions, que les écarts de salaire soient réduits dans un rapport de 1 à 6, de 1 à 12, de 1 à 25, de 1 à 50, ou alors pas de limite. Et dans ce cas, on aurait eu un choix plus large. Peut-être que le 1 à 50 aurait gagné, ou 1 à 25, on ne sait pas. Ou encore, au lieu de choisir l'une des propositions que je viens d'énoncer, le préférendum, ça aurait été de les classer par ordre de préférence. Donc, on préférait 1 à 24, sinon 1 à 12, pourquoi pas, et puis, etc. Donc, voilà, des notes de 1 à 5 pour, du meilleur au moins bon selon voilà, la personne. Alors, c'est un petit peu le même principe que pour les élections, le jugement majoritaire. Vous savez, quand on ne va pas voter pour un ou un autre, mais on classe tous les candidats par ordre de préférence. Donc on donne des notes à chaque candidat, et celui qui a la moyenne la plus forte est élu. Voilà, c'est une façon d'élire qui est plus nuancée que le choix unique d'un candidat parmi 10 ou 12 ou 15. Voilà. Vous avez fait une réponse assez complète, donc j'ai plus que deux questions sur ce point. La première, c'est qui fixe la date du vote? Oui. Et la deuxième, est-ce que plusieurs questions peuvent être posées lors d'un même vote? Oui, qui fixe la date du vote de préférence des citoyens. D'où l'utilité d'une chambre du référendum tirée au sort. Bon, en attendant qu'on l'ait, hein, il faut bien que quelqu'un le fasse, quelqu'un d'autre. Ma foi, le Conseil constitutionnel, par exemple, pourrait fixer la date du vote en attendant. Et pour l'autre question, c'était... Ah oui, plusieurs questions. Hein. Oui, oui, on pourrait en poser plusieurs. Bon, il faut bien sûr que pour chacune d'entre elles, il y ait eu un débat préalable, hein, qu'on ait eu le temps d'en discuter, d'en débattre sérieusement. Mais pourquoi pas, oui. Récupérer les référendums, ça permet de réduire le coût à l'unité. Et comme les Suisses, on n'est pas plus bêtes qu'eux, hein, on peut se prononcer le même jour sur plusieurs questions, à la fois nationales ou locales. Bien, alors la première chose, valider le référendum, s'il obtient la majorité des suffrages exprimés, il est validé.
Ça s'appelle la majorité absolue ou majorité qualifiée selon le cas. Le RIC est forcément décisionnel, sinon c'est une consultation qui n'a aucun intérêt. Si c'est en définitive les élus qui décident. Non, c'est le peuple qui pourrait décider par le RIC. Le délai de promulgation, bon, il doit être court. On ne va pas attendre 3 ans pour la promulguer, la loi qui est issue du RIC. Les citoyens pourraient déterminer ça eux-mêmes. S'ils ont le RIC, ils décideront dans quel délai les RIC seront promulgués. Alors, il y a un point très important qu'il faut souligner, c'est le quorum. Alors, on entend des fois les gens qui disent oui, la participation, il faut qu'elle soit au moins de 50% pour qu'un RIC soit validé. Parce que sinon, c'est une minorité qui va décider. Nous sommes d'ailleurs d'accord là-dessus, Alliance Jaune, on est contre un quorum de participation. Pour une raison très simple. C'est que si on met en place un quorum, on ouvre la porte à des manipulations du RIC. Alors, un exemple pour bien comprendre le principe. Imaginons, actuellement, on est en train de signer sur le site gouvernemental pour un référendum sur les ADP, l'aéroport de Paris, qu'on veut privatiser. Donc, imaginons qu'il y ait un vrai RIC là-dessus, donc lancé par les citoyens qui... voilà. Imaginons que les sondages nous prédisent que 60% des Français participeront à ce référendum et que les 3/4 sont favorables à ce que l'on garde les ADP dans le domaine public, donc qui seraient contre la privatisation. Donc ça ferait un quart qui serait pour. Si un quorum est décidé de participation, 50% par exemple, que vont faire les partisans de la privatisation, donc ceux qui veulent privatiser les aéroports de Paris? Ils vont appeler non pas à voter pour, mais ils appelleront à boycotter le référendum. De sorte que les 3/4 qui sont favorables à ce qu'il reste public, parmi les 6/10 qui voulaient participer au référendum, ils se retrouvent à 45% de l'ensemble du corps électoral. Et du coup, la participation sera, si l'appel au boycott est bien suivi, aucun des partisans de la privatisation ne va voter, ce qui fait qu'à 100%, les gens voteront contre la privatisation, mais puisque le seuil de participation ne sera qu'à 45%, eh bien, le gouvernement fera ce qu'il veut. Ils seront quand même privatisés. Voyez. Donc, on pourrait, à partir de ces exemples-là, on pourrait donc aller contre la volonté de la majorité, parce que le seuil de participation n'était pas atteint. Eh bien, on ne pourrait pas s'opposer à ce que les aéroports soient privatisés. Si je peux me permettre de vous demander de préciser, vous avez parlé du quorum de participation. Oui. Qu'en est-il du quorum d'approbation? Quorum d'approbation, ça voudrait dire donc si 30% des votants, si 30% des électeurs minimum votent, le référendum est validé. Donc dans votre cas, le référendum serait validé. Est-ce que ça aussi, pareil, vous êtes contre ou... On a eu le cas en Alsace, il n'y a pas très longtemps, en 2013, où les élus nous ont consultés sur la fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Et il aurait fallu non seulement que le oui à la fusion soit majoritaire, mais que ce oui représente 25% des inscrits. Donc, ce qui revient à dire qu'il fallait plus de 50% de participation. Alors, bon, le Bas-Rhin a voté pour la fusion, mais il n'y avait pas assez de participation, ce qui fait que ça n'a pas été fait. Le Haut-Rhin a voté contre, donc de toute manière, ça n'aurait pas été fait. Mais à supposer que le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, les deux, auraient voté pour la fusion, avec un quorum de 25% d'approbation, on n'aurait pas atteint, parce qu'il y avait trop peu de participation. Bon, moi je pense que l'important, c'est pas que beaucoup de gens participent à chaque référendum. Ce qui est important, c'est que chacun puisse le faire. Après, ceux qui décident de ne pas le faire, de ne pas participer à un référendum, donnent implicitement mandat à ceux qui participent pour décider à leur place. Donc ce n'est pas grave si une chose importante est décidée par 25%, 30% des Français.
Lorsque on vote à l'Assemblée nationale, souvent, sur les 570 députés, il n'y a que 20, 30, 40 qui sont présents et qui votent. Alors on ne peut pas exiger des citoyens qu'il y ait plus de participation à chaque vote qu'au niveau de l'Assemblée nationale, quoi. Ce ne sera pas cohérent. Voilà. Toujours sur la question 10, résultat du référendum. Quel impact sur les institutions européennes peuvent-elles empêcher la reconnaissance du résultat? Prévoyez-vous un délai avant de représenter la question au référendum? Et est-ce que vous voyez d'autres implications en cas de refus? Alors la France est un État souverain. Et les institutions européennes ne doivent pas pouvoir s'opposer à ce que décide souverainement le peuple français. Pour parodier, enfin, à l'inverse, ce que disait Jean-Claude Juncker en 2015, il ne peut pas y avoir de décision européenne contre la souveraineté du peuple français. Et ce peuple souverain, bien sûr, peut changer d'avis. Donc, si un jour un référendum donne un résultat négatif, la question peut être reposée par la suite. On a vu dans des pays voisins, en Suisse par exemple, la question du droit de vote des femmes, par exemple. Eh bien, ils l'ont posée 3 fois en tout. Hein. Et c'est que la 3e fois que les Suisses ont voté pour. Mais vous envisagez pas un délai Un délai, si. Si, parce qu'on puisse changer d'avis, c'est une chose, mais qu'on change d'avis tout le temps, c'est pas non plus une bonne chose. Donc, il ne faut pas non plus être trop versatile. Alors, moi, il me semble qu'1 an, ce soit un minimum avant de refaire un référendum sur une question, peut-être plus, je ne sais pas. C'est une question, en tout cas, qu'il faut décider ensemble, de préférence par un référendum. En fait, l'outil est auto-perfectible, donc même si dans un premier temps, on met en place des modalités qui ne sont pas satisfaisantes, eh bien, on peut ensuite, avec le même outil, changer les modalités pour l'améliorer. Je l'ai pu aborder précédemment, en fait, le point crucial, c'est l'information. Donc, pour revenir à ce que je disais avant, un site internet ou une chaîne de télé dédiée, ça permettrait donc l'information des citoyens avant les référendums, parce qu'il faut en effet décider en toute connaissance de cause et puis ne pas être influencé par des lobbies ou des médias qui sont au solde du pouvoir. Donc, il faudrait à la fois, par rapport aux médias privés et publics d'ailleurs, hein, qui pourraient user de propagande, ne pourra pas voter une loi, mais je ne verrai pas comment on pourrait faire ça autrement que par RIC, pour à la fois déprivatiser les médias privés et désétatiser les médias publics, c'est-à-dire mettre en place des coopératives de journalistes qui seraient autonomes dans leur travail, qui fixeraient librement leur ligne éditoriale et qui permettraient donc une information contradictoire, pluraliste des citoyens pour qu'ils puissent décider de façon objective. Alors, un point important de définition, la démocratie représentative, pour l'instant, on n'en a pas en France. On a un système représentatif, donc des représentants élus qui décident à notre place, mais ce n'est pas un système démocratique. L'introduction du RIC permettrait justement de mettre en place une démocratie représentative. Donc une démocratie parce que nous aurons l'outil pour le peuple pour décider, et nos représentants nous représenteraient vraiment parce que, sachant que s'ils ne le font pas, ils se prendraient un référendum qui contredirait leur décision, ils seraient incités à ne pas aller contre la volonté de la majorité des Français lorsqu'ils votent des lois. Donc c'est un idéal qu'il faut atteindre, hein, qu'on ne pourra atteindre qu'une fois le RIC mis en place. Bien. Alors quel est l'impact du RIC sur le gouvernement représentatif que nous avons actuellement? Eh bien, ce serait de le rendre démocratique. L'avantage pour les citoyens, c'est qu'ils auraient le moyen de se faire entendre, d'imposer le respect de leur volonté, ce qui n'est pas le cas avec le seul droit de manifester, puisque si on descend dans la rue, le gouvernement nous envoie les CRS, et puis
pour éborgner quelques personnes et puis en mutiler d'autres, histoire de dissuader les gens de manifester. Donc, pour nous, l'avantage, très clairement, c'est qu'on pourrait changer les choses sans aller se mettre en danger ou sans aller ouvrir la porte à des casseurs qui discréditent les mouvements sociaux depuis des années en France. Pour les élus, le RIC a un avantage aussi. Leur décision gagnerait en légitimité. Pourquoi? Parce que toutes celles qui ne feront pas l'objet d'un référendum seront implicitement approuvées par le peuple. Tandis que leurs décisions qui feront l'objet d'un référendum, si le référendum échoue, ben, leur décision est explicitement approuvée par le peuple, donc légitime. Donc une fois le RIC en place, ben, les élus et les parlementaires joueraient le même rôle que maintenant. Le gouvernement gouverne, le Parlement légifère, mais ils ne pourront plus réformer que dans les limites que le peuple accepte, c'est-à-dire ils ne pourront pas imposer des réformes dont la majorité ne veut pas. Hein. Et donc, ceci assurera la paix sociale et la prospérité économique. Voilà. Eh bien, le RIC doit permettre de faire émerger de vraies solutions aux défis de notre temps. Des solutions portées par les citoyens, dont l'intérêt général est la principale préoccupation. Et à l'inverse, le RIC doit permettre de combattre le poids des lobbies, les multinationales, le monde de la finance, qui influencent le Parlement de manière à le mettre, notamment par la corruption, au service d'intérêts particuliers. Voilà. Et qu'est-ce qui doit être que doit-il être ou ne pas être? Il doit être l'outil de la démocratie, tout simplement, et ne pas être un moyen de manipulation de l'opinion. Mais ça, il y a moyen d'éviter les manipulations en fixant des modalités qui, justement, permettent de les éviter. Donc, à travers les médias, à travers le financement des différents référendums. Alors, d'une part, le RIC doit être écrit par nous-mêmes et pas par les élus. Le rôle des élus se bornera à instituer le RIC une fois que nous l'aurons écrit. Mais il n'est pas souhaitable qu'ils interfèrent. Bon. Le problème que nous avons, c'est que nous pouvons l'écrire, mais pas l'instituer, parce qu'on n'a pas les moyens légaux de changer la Constitution. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des élus, mais il faut qu'ils restent dans leur rôle. Par ailleurs, le champ d'application du RIC ne doit pas être limité, sinon le peuple serait plus souverain. Les élus n'ont pas à intervenir dans les questions soumises à référendum, c'est l'affaire des citoyens. Pas de quorum de participation, donc, comme je l'ai dit avant, ce serait antidémocratique. Pas d'obstacle financier ou médiatique, donc veiller à ce que les citoyens puissent s'informer librement et objectivement, et que chaque groupe donc, de citoyens qui initie un référendum obtienne les moyens financiers de le mener à bien. Surtout, dernier point très important, c'est que, comme je l'ai dit avant, le côté auto-perfectible du RIC qui permet, même si au départ les modalités mises en place présentent des inconvénients, eh bien on peut toujours les améliorer par la suite. Oui, bien sûr, oui. L'Alliance jaune est un mouvement qui a des candidats aux élections. Et donc, nous pensons qu'il s'agit d'investir le champ électoral pour mener à bien cette initiative. Si nous comptons sur les élus, nous risquons d'obtenir ce que nous avons déjà obtenu jusqu'à présent, à savoir des faux RIC, le fameux RIP, qui n'est pas un référendum d'initiative partagée, contrairement à ce que beaucoup disent dans les médias, mais l'initiative est purement parlementaire. Le summum de la tromperie, c'est que c'est même pas un référendum, en fait, puisque la procédure n'aboutit pas à un référendum si le Parlement
les deux chambres du Parlement, donc Sénat et Assemblée nationale, examinent la proposition. Quant aux 4 700 000 signatures qu'il faut pour déclencher, pour appuyer l'initiative parlementaire, c'est un seuil qui est très élevé. Je ne pense pas qu'on va l'atteindre, même si les premiers chiffres sont bons. Ça a démarré en fanfare, là, on est déjà à 500 000 signatures. Il nous reste 8 mois hein, pour en avoir 4 millions de plus, en gros. Hein. Généralement, les pétitions, elles démarrent fort et après, elles s'essoufflent. Donc, malgré le démarrage en trombe, là, j'ai un doute quant à l'aboutissement de la procédure. Sachant que la pétition qui a eu le plus de signatures jusqu'à présent, dans l'histoire de France, c'est celle sur la grande affaire du siècle, là, sur le climat, qui est à 2 millions et quelques, donc la moitié de ce qui est exigé pour ce référendum-ci. Enfin, qui n'est même pas un référendum d'ailleurs. Voilà. Donc, puisque les élus ne jouent pas leur rôle, ne nous représentent pas, puisque nous sommes une majorité à vouloir le RIC, ça fait des années qu'ils le savent, qu'ils le promettent. Hein, dans les programmes des partis, ça fait des années que c'est dedans, hein, depuis 25-30 ans, facile. Jamais aucun parti au pouvoir n'a mis en place le RIC. Bon, donc s'ils ne le font pas, il faut qu'on le fasse nous-mêmes et qu'on prenne leur place. C'est une stratégie possible. Ou alors, peut-être, avec un peu de chance, peut-être que le fait que nous soyons décidés à aller investir le champ électoral et donc qu'on aille prendre leur place là où ils sont, hein, leur place d'élus, pour faire les choses s'ils ne veulent pas les faire, peut-être que cela servira à leur mettre la pression et à ce qu'ils instituent le RIC que nous voulons. Espérons-le. Dans ce cas, on n'aurait plus besoin de se faire élire. Et moi, ça m'arrangerait. J'ai pas envie d'être un politicien. Mais s'il faut passer par là, ma foi, j'ai été candidat donc, sur la liste Alliance jaune aux européennes. D'autres gilets jaunes iront aux élections municipales, départementales, régionales, si on n'a pas le RIC d'ici 2022. Oui, eh ben, écoutez, que dire de plus, sinon que le RIC est un enjeu absolument capital. C'est la condition pour que la France devienne une démocratie. Et si nos élus ne veulent pas nous le donner, tel que nous le demandons hein, depuis des années, eh bien, il faudra aller le chercher. On n'a pas trop le choix. Voilà.